Dans ce tutoriel, nous allons étudier les facteurs de production, travail et capital. Nous allons commencer par le facteur travail et l'offre de facteur travail. L'offre provient de la population active, soit pour le cas de la France, environ 28,6 millions de personnes. Être dans la population active signifie avoir plus de 16 ans et avoir ou rechercher une activité rémunérée. Depuis les années 60, l'offre de travail a varié à la fois quantitativement et qualitativement. Sous l'angle quantitatif, plusieurs périodes, les années 60 du fait des générations plus nombreuses d'après-guerre, les années 70 du fait des taux d'activité féminins, et puis à partir des années 80, dans un contexte de montée du chômage, on note une baisse des taux d'activité des jeunes de 16 à 25 ans, une baisse également des taux d'activité des adultes de plus de 55 ans, et parallèlement d'importantes migrations intersectorielles de la main-d'œuvre, des glissements du secteur primaire vers l'industrie, puis de l'industrie vers le secteur tertiaire. Dans la même période, bien évidemment, le niveau de qualification s'est élevé, il y a donc une variation également qualitative. En comparant avec les autres pays de l'Union européenne, on s'aperçoit que le taux d'emploi des 15-24 ans en 2014 est de 32% pour la France, soit un taux relativement faible, comparativement à certains pays comme Pays-Bas, Danemark, Autriche, Allemagne, où notamment l'emploi du fait des contrats d'apprentissage est plus important, ce qui lie emploi et école. Concernant les seniors, on constate également un taux d'emploi plus faible que la moyenne de l'Union européenne, qui est à 52%, pour des raisons diverses. Un faible renouvellement démographique en Suède, des aspects plus culturels au Japon ou une insuffisance de revenus, par exemple pour les retraités aux États-Unis. On peut mettre en avant deux classes d'âge pour lesquelles les taux d'emploi sont inférieurs à la moyenne européenne, les plus jeunes, 15-24 ans, et les aînés, 55-65 ans. Faire abstraction du cas de l'Espagne notamment, ou de la Grèce, qui ont plus que les autres souffert donc de la crise des subprimes pour le taux d'emploi notamment des plus jeunes. Deux éléments aussi, la plupart des contrats sont des contrats à durée indéterminée pour 87%, bien sûr, toutes les nouvelles embauches, ou presque, pour 82%, commencent par des CDD. Voyons maintenant la demande de facteur travail. Celle-ci est exercée par les entreprises privées, mais également par les APU. La demande est influencée par différents paramètres, notamment le niveau de l'activité économique, le fait d'être en croissance ou l'inverse, en récession, par le coût du facteur travail comparé au facteur capital, par la combinaison productive, donc la productivité que nous verrons dans un prochain tutoriel, par la législation du travail qui est passée de 40 à 35 heures notamment. En France, la répartition de l'emploi par secteur est la suivante, entre les trois secteurs, primaire, secondaire et tertiaire, le secteur primaire seulement 3% et en diminution, le secteur secondaire, c'est-à-dire industrie et bâtiment 21%, et le secteur tertiaire 76% et toujours en croissance. Le coût du facteur travail explique en partie la demande. Quand on regarde le cas de la France par rapport à la moyenne des pays de l'Europe ou de la zone euro, le coût d'une heure en France est de 35,70 €, la moyenne européenne de 25,9 € et la moyenne dans la zone euro de 28,80 €. Avec les extrêmes à comparer, Roumanie, Bulgarie, 4 € de l'heure par exemple, donc pratiquement un rapport de 1 à 10 entre Bulgarie et le cas de la France. La demande est également dépendante de l'évolution de la législation du travail. Quelques rappels, 1936, le Front populaire, semaine de 40 heures de travail. 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir, dans un contexte de fort chômage. Première réduction du temps de travail par le passage de 40 à 39 heures, en espérant créer de nombreux emplois, ce qui n'a pas été le cas dans la mesure où les entreprises ont demandé aux salariés de faire en 39 heures, ce que préalablement il faisait en 40, soit donc un effort de productivité. 2000, deuxième réduction du temps de travail avec le passage aux 35 heures. Une partie de l'écart a également été compensée par de la productivité, l'autre partie a permis de créer environ 350 000 emplois. Un point sur l'évolution de la durée de cotisation pour prétendre à la retraite. 1993, la réforme Balladur. Préalablement à la retraite, le secteur privé pouvait partir après 37 ans et demi de cotisation avec une pension retraite calculée sur les 10 meilleures années.
En 1993, la réforme bascule à 40 ans de cotisation pour le secteur privé seulement et une calcul de pension sur les 25 meilleures années. 2003, réforme Fillon avec pour objectif 41 ans en 2012 et progressivement un alignement public et privé à 40 ans. 2012, l'âge légal de départ à la retraite est porté à 62 ans à partir de 2017 et 2014, la durée devient 43 ans pour toutes les classes d'âge nées à partir de 1973. Observant les âges d'entrée et de sortie sur le marché du travail en France, on constate ici qu'entre 1970 et 2006, un Français travaille 8 années de moins. A l'inverse, sous l'effet des réformes prises depuis le début des années 2000, la durée du travail a tendance à nouveau à augmenter pour être en 2017 à 39,4 années. Les caractéristiques pour la France actuellement sont l'âge moyen d'entrée 21 ans,6, l'âge moyen de sortie 61 ans et une durée de cotisation prévue à 43 ans pour 2035. Globalement, on observe une tendance de fond à la réduction du temps de travail, puisqu'en 1850 en France, un travailleur travaillait 3000 heures par an. En 2017, on est autour de 1530 heures. Pour faire la transition entre le facteur travail et le facteur capital, il est intéressant de se pencher sur le concept de capital humain. Dans une économie, les dépenses en capital humain sont toutes celles liées aux dépenses d'éducation, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, et également aux dépenses de santé, vaccination notamment. Tous ces investissements en capital humain sont facteurs à terme de gains de productivité pour l'entreprise et donc de croissance pour l'économie. Nous allons maintenant aborder le deuxième facteur de production, le capital, en partant d'un bilan schématique. On retrouve donc les deux côtés d'un bilan, le passif et l'actif. Le passif, c'est-à-dire les ressources de l'entreprise, et l'actif, l'utilisation de ces mêmes ressources, que l'on peut donc diviser ici en 4 cadrans, dans lesquels à chaque fois nous allons retrouver l'expression capital. Ainsi, au passif, les capitaux propres sont composés principalement du capital, lui-même composé d'actions, notamment dans le cas d'une société anonyme. L'action est rémunérée par des dividendes et juridiquement, il s'agit d'un droit de propriété. Deuxième bloc au passif, les capitaux étrangers, c'est-à-dire les dettes, qui peuvent être composés d'emprunts, soit auprès du banquier, les emprunts indivis pour indivisibles, soit les emprunts sur les marchés financiers, donc les emprunts obligataires. Les emprunts obligataires, on se rappelle, sont composés donc d'un grand nombre d'obligations. Emprunts indivis ou obligataires sont rémunérés par des intérêts et juridiquement, il s'agit cette fois d'un droit de créance. À plus court terme, une entreprise peut également émettre des billets de trésorerie et bien sûr, les fournisseurs, dans la mesure où ils accordent du crédit pour l'entreprise, constituent une ressource. Côté de l'actif, l'actif immobilisé s'appelle également les capitaux fixes. Ce critère de fixité traduit une notion de durabilité, pour nous ici supérieure à 1 an, que l'on peut diviser en 3 sous-groupes. Les capitaux fixes ou les immobilisations de type incorporel, par exemple pour un boulanger, un boucher, ce serait donc son fonds de commerce. Pour une entreprise comme Nike ou Adidas, la marque, le brevet par exemple. Les investissements corporels, terrain, machines, outillage, etc. Et les investissements financiers, où on retrouve également les actions, à savoir qu'il s'agit cette fois de titres pris dans le capital de d'autres entreprises, donc une participation. Dernière composante du bilan, les capitaux circulants, qui disparaissent donc dans le cycle de production de l'entreprise, composés des stocks qui vont devenir des créances sur les clients et qui vont devenir elles-mêmes des disponibilités pour l'entreprise. Deux termes à connaître, le coefficient de capital qui représente la quantité de capital nécessaire pour fabriquer une unité de production et l'intensité capitalistique qui mesure la part du capital dans la combinaison productive. Notamment, pensons que l'industrie est un secteur à forte intensité capitalistique et que la substitution progressive du capital à la place du facteur travail a fait croître cette intensité capitalistique. Pour terminer, nous allons présenter dans cette diapositive le concept de capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond pour une entreprise au nombre de titres multiplié par le cours de bourse. Elle vient ici dans l'exemple augmenter
le passif de l'entreprise. Pour autant, actifs et passifs doivent rester équilibrés. La correspondance à l'actif se retrouve donc être dans les actifs immatériels, notamment par la valeur de la marque. Dans l'exemple à droite, l'action Bouygues, on s'aperçoit globalement qu'entre juillet et puis le 13 avril 2017, l'action qui était à un cours de 25 € est passée jusqu'à 37 €. Il y a bien une augmentation de la capitalisation boursière de l'entreprise Bouygues. Voilà, terminé pour ce diaporama. Vous retrouvez ici les supports habituels à votre disposition, le blog avec tous les cours d'économie et les QCM en ligne, et les 2 chaînes YouTube avec à la fois les tutoriels de gestion et les tutoriels d'économie. Bon apprentissage!